Bonjour à tous, bienvenue. On est donc le jeudi 5 décembre. Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, donc toute l'équipe de Finalty, sommes ravis de vous accueillir pour ce point de marché mensuel, le dernier d'une année très intéressante avec un mois de novembre que nous commenterons, qui a été riche en événements et qui a été plutôt bon, on va le voir, pour les gestions de Finaltis. Avançons tout de suite, donc cet avertissement que tout le monde connaît par cœur. Cette présentation est de toute façon enregistrée, donc si vous voulez revoir cet avertissement, n'hésitez pas à mettre un stop pour le lire en détail. Voilà, alors commençons tout de suite par les performances au cours du mois de novembre pour les fonds de gestion en actions de Finaltis. Finaltis a également un fonds investissant sur les contrats à terme, mais nous n'en parlons pas aujourd'hui, c'est très spécifique. Donc nous parlons que d'actions, en tout cas de fonds investisseurs en actions. Les performances ont été très bonnes sur les gestions au mois de novembre et particulièrement sur les gestions qui investissent de l'autre côté de l'Atlantique. Si on regarde les marchés, effectivement, l'Eurostoxx a été pratiquement étal sur le mois de novembre, alors que le SP 500 et le Nasdaq ont largement dépassé les 5% de performance. Donc la très grande différenciation entre les perspectives, et j'oserais même dire, on osera dire l'optimisme qui règne d'une partie et de l'autre de l'Atlantique est ici criante sur ce mois de novembre. Alors, en termes de performance, Finaltis Titan, donc les valeurs de croissance résiliente dans le monde, plus 3,4% en novembre. Finaltis Europe Sélection, valeur de croissance européenne, lui, entre guillemets, surperforme nettement ce marché européen, mais ne fait que 1,4% sur ce mois de novembre. Les valeurs digitales, donc la surcroissance digitale dans le monde, plus 11% au cours du mois de novembre. Et ce n'est pas qu'un effet de l'élection de Donald Trump pour la deuxième fois à la présidence des États-Unis et de la trifecta, donc le camp républicain qui a embarqué et embarque dans sa besace à la fois la Maison-Blanche, le Congrès dans son ensemble et la Chambre des représentants. Il y a bien plus, et ce dont on parlera avec Bruno d'ici quelques minutes. Finaltis Gold, donc le fonds investisseur sur le minière aurifère dans le monde, eh bien, à l'instar de l'or qui a baissé au mois de novembre, c'est pas du tout sa tendance sur l'année, hein, mais en tout cas au mois de novembre, il a baissé, donc le fonds a perdu un peu plus de 6%, il reste quand même à plus de 18% de hausse depuis le début de l'année. Et puis Finaltis Efficient Beta, fonds quantitatif investissant sur la zone euro, les actions de la zone euro a perdu 1% sur le mois de novembre, mais toujours à nettement plus de 8% à fin novembre depuis le début de l'année. Alors si on update ces chiffres, on s'est permis cet update, pourquoi? Parce que le mois de décembre a déjà été particulièrement dynamique, puisque nos fonds ont gagné des performances qui sont souvent substantielles et qui permettent d'afficher une performance depuis le début de l'année à hier soir, donc au 4 décembre, de plus 8% pour Finaltis Titan, de plus 3% pour Finaltis Europe Sélection. Vous le voyez, Digital Leader dépasse nettement les 40% de hausse depuis le début de l'année. Et Finaltis Gold, donc les minières aurifères, dépasse les 19%. Finaltis Fashion Beta dépasse les 9%. Je rappelle, c'est écrit ici, vous voyez les petits macarons jaunes que nous faisons figurer. Tous nos fonds investissant sur les actions intègrent bien entendu des critères financiers, mais aussi des critères extra-financiers, ce qui leur permet d'être classifiés selon la réglementation SFDR 8. Alors très rapidement, on ne va pas voir tous les fonds dans leur univers Cantalis. Néanmoins, la surperformance de Finaltis Titan sur 8 ans est de 16% par rapport à son univers Cantalis. La surperformance de Finaltis Europe Sélection est de 43% sur 8 ans et la surcroissance digitale permet à Finaltis Digital Leader de surperformer son univers des grandes valeurs mondiales de plus de 110% sur 8 ans. C'est assez, je crois, significatif de ce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui. Alors parlons justement de ce qui se passe dans le monde, en tout cas du point de vue des financiers et des investisseurs que nous sommes. Quel est le contexte aujourd'hui des marchés, et notamment des banques centrales? Alors, le contexte est toujours
à la baisse des taux, donc à l'exception du Japon, bien sûr, qui a baissé ses taux quand tout le monde les montait. Là, il monte légèrement les taux quand tout le monde les baisse. Et parmi toutes ces banques centrales, bien sûr, les deux éléphants dans la pièce, c'est la Fed et la BCE qui entament un cycle de baisse des taux très, très dynamique. Donc, on devrait a priori être gratifié de 25 points de base de baisse supplémentaire de la Fed, mais ça devrait continuer comme ça l'année prochaine. De toute façon, les États sont face à une charge de la dette qui les oblige plus ou moins à mettre de la pression sur les banques centrales. Donc, si on fait un focus sur la Fed directement, vous voyez que la Fed suit le marché et non pas l'inverse. C'est bien le 2 ans qui a montré la voie qui est maintenant est suivie par la Fed. Il avait montré la voie quand il voyait de l'inflation et que la Fed n'en voyait pas. Et là, cette fois-ci, bien sûr, le marché a réagi de manière bien plus rapide et réactive que la Fed, mais on devrait avoir probablement donc en septembre, en décembre, une baisse de taux supplémentaire. En janvier, probablement. En février, la Fed devrait passer son tour. On s'attend à une baisse aussi en mars. Donc, a priori, ce qui est dans le consensus aujourd'hui, pour ce que ça vaut, c'est une baisse des taux supplémentaires en 2024 et entre 4 et 5 baisses de taux en 2025. Donc, un contexte plutôt favorable aux investisseurs dans des actifs réels que sont les actions ou l'immobilier. Alors, on ne va pas participer au French bashing. Je dirais notre pays a déjà suffisamment de problèmes comme ça, mais juste refléter les faits. Les faits, quels sont-ils? L'écart de rémunération entre l'OAT et le Bund se creuse, c'est-à-dire que la France aujourd'hui emprunte de l'argent à 83 centimes plus cher sur le 10 ans que les Allemands. Vous voyez que c'est pas un mouvement nouveau, hein, puisque Mm. là, on est sur un graphe assez long terme de 5 ans, mais il y a clairement un très gros décrochage au moment de l'annonce de la dissolution. Et clairement, le gouvernement Barnier, qui est de l'histoire ancienne maintenant, n'a pas permis de restaurer la confiance des investisseurs. C'est encore plus violent quand on se compare à un pays dont on rigolait il y a quelques années, qui s'appelle la Grèce. Aujourd'hui, on rigole beaucoup moins puisqu'ils empruntent sur les marchés un peu moins cher que nous. Ça se joue à quelques points de base, mais vous voyez que là aussi, c'est une tendance. Il y a une accélération sur ces derniers mois, mais cette tendance est entamée en 2022. Voilà, donc il est urgent que la France restaure son crédit sur les marchés. Il faut dire que c'est un pays qui avait un statut tout à fait particulier de pivot entre les pays du Sud et les pays du Nord. Donc en gros, on avait en France moins de risques qu'en investissant dans les pays du Sud, mais plus de rémunération qu'en investissant dans les pays du Nord et de l'Allemagne, ce qui rendait la dette française très attractive. Malheureusement, cette position enviable de pivot entre le Nord et le Sud, on est en train de la perdre. Alors, parlons, une fois qu'on a très très brièvement évoqué ce contexte, parlons plus largement et projetons-nous en évoquant ce qu'on n'hésite pas à appeler chez Finaltis la révolution de l'intelligence artificielle. Et on pense que cette révolution a un cadre extrêmement large puisqu'elle impacte en réalité, et déflorons tout de suite la conclusion, toutes les industries qu'on ose les appeler traditionnelles ou pas, et on va essayer de partager avec vous quelques exemples très précis de cela. Alors avant tout, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Tout n'est pas de l'intelligence artificielle. On se souvient qu'au début de la révolution Internet, il y avait des entreprises assez étonnantes qui avaient expliqué qu'elles étaient digitales, puisqu'elles s'appelaient, elles avaient créé des sites Internet .com, hein, on se souvient tous d'une publicité de Lafarge, Lafarge.com, hein, c'est bien connu. Lafarge, c'est une boîte digitale, puisqu'il y a un .com. Dans la plaisanterie à part, tout n'est pas de l'intelligence artificielle et il faut avant tout distinguer ce qui est de l'ordre de l'automatisation
et ce qui est de l'ordre de la véritable intelligence artificielle. L'automatisation, c'est de l'analyse statistique. On adore ça chez Finaltis, on adore ça dans le métier financier. Les statistiques sont très importantes, mais c'est de l'analyse. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Les algorithmes déterministes qui sont déjà préprogrammés, la programmation classique en l'occurrence, en élargissant, sont de l'automatisation, certainement pas d'intelligence artificielle. Et puis, on a tous eu affaire à des chatbots qui ne sont pas nécessairement, même s'ils peuvent en avoir l'apparence à certains moments, de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les règles sont préécrites, définies et déterministes. Une approche déterministe, sans apprentissage, c'est la clé, ni raisonnement, n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'automatisation. A contrario, sur quoi repose essentiellement l'intelligence artificielle? Une masse de données absolument considérable, bien sûr. Pourquoi faire? Eh bien, pour apprendre. La machine émule l'homme en ce sens que l'homme, eh bien, il ne sait pas et il passe énormément de temps à apprendre tout au long de sa vie en analysant ces données, en les traitant et en y appliquant les filtres et en s'appuyant sur ce qu'il a accumulé dans sa vie. Cet humain, c'est exactement ce que doit faire une machine, à la différence près qu'elle va le faire sur une masse de données absolument beaucoup plus considérable et qu'elle va le faire avec une vitesse également bien plus importante. En revanche, comme un homme, une intelligence artificielle va pouvoir comprendre, en tout cas accumuler de la connaissance exprimée en langage naturel, donc en français, en anglais, et évidemment en mathématiques, qui est un langage naturel pour elle. Elle va permettre de reconnaître des images, reconnaître des situations et décrypter ces images même si c'est par le biais d'un ordinateur et de caméras. Et puis, elle va prendre des décisions s'appuyant sur cette expérience accumulée et cet apprentissage qui aurait été fait sur ces données très larges qui auront été collectées et qui ont servi à son élévation, à son apprentissage, à son instruction. Et enfin, eh bien, elle va se projeter et elle va établir un raisonnement qui ne sera pas le pur résultat déterministe de causes et déjà préétablies, conduisant à des conséquences prédéterminées. Elle va donc littéralement, au sens strict, raisonner et donc aboutir à cette flexibilité ultime qu'a l'homme s'adapter. Alors, quelques exemples d'abord. Voilà, alors Quand on se... sur typiquement des produits a priori qui n'ont rien à faire de l'IA, on se rend compte que l'IA sera en fait probablement une manière pour les marques de grande consommation, les produits qu'on achète dans les supermarchés, de créer le lien qu'elles cherchent tant depuis des années avec leurs consommateurs. Aujourd'hui, les datas, elles sont chez Walmart, chez Carrefour, chez Casino, et elles ne sont pas chez eux. Donc comment faire remonter de la data et créer directement un lien avec ces consommateurs? Bah, par exemple, avec ce produit révolutionnaire hein, qui est tout simplement la couche intelligente du bébé, et donc il va analyser son sommeil, offrir des recommandations personnalisées, modéliser en quelque sorte la nuit de bébé, voilà, pour aller vers plus de confort pour lui Et pour ses parents. et pour ses parents surtout. Alors, à l'autre bout du spectre, là, on n'est plus dans le monde des bébés, on est dans le monde de l'alcool. Diageo cherche aussi à créer un rapport direct avec ses consommateurs en essayant, un peu comme on vous en parlera un peu plus loin dans la Mm. présentation, un peu comme sur Spotify ou sur Netflix, saisir les goûts, les préférences gustatives de ses clients et constater que les clients qui ont ce type de préférences gustatives généralement préfèrent aussi ce type d'alcool. Donc, les aider à naviguer tout simplement dans la gamme très large de produits offerts par Diageo. Donc l'intelligence artificielle, c'est plus d'interaction entre les marques et les consommateurs à terme et plus de personnalisation, bien sûr. Alors, un exemple qui n'est pas nécessairement intuitif, un secteur à très fort capex, hein, évidemment, celui de l'énergie, en commençant par l'exploration, par exemple l'exploration pétrolière extrêmement coûteuse, où les erreurs et les accidents peuvent coûter extrêmement cher, et notamment en vie humaine. On a un exemple sur la gauche avec ExxonMobil, qui considère que l'usage de l'intelligence artificielle lui permet de réduire d'à peu près 20% ses coûts d'exploration qui sont, on l'a tous en tête, faramineux. Un exemple également avec Chevron de maintenance prédictive. On sait que un puits à l'arrêt ou des instruments de forage ou de raffinage qui sont à l'arrêt, c'est une immobilisation extrêmement coûteuse. Donc la maintenance prédictive est absolument essentielle
pouvoir optimiser cet outil et limiter les risques d'accidents, et évidemment d'accidents en premier lieu mortels. Et dans son rapport, dans son dernier rapport, Chevron expliquait qu'ils avaient évité, grâce à l'intelligence artificielle, une douzaine d'accidents majeurs et probablement, dès la première année, économiser une douzaine de millions de dollars. Bon, ça paraît pas énorme, mais le spectre auquel Chevron avait appliqué cette intelligence artificielle, c'est une phase de test, était assez limité. Donc en fait, rapporté à ce dont on parle, au champ, j'ose dire, non pas pétrolifère, mais au champ d'exploitation, eh bien, c'était absolument significatif. Et ces chiffres, dans l'absolu des chiffres significatifs, eh bien, Total Énergie nous en donne, puisque les logiciels et les systèmes d'intelligence artificielle, d'optimisation de consommation énergétique, Total Énergie considère que ça fait économiser, ça leur fait économiser 1,5 milliard de dollars par an. Alors dans le luxe, on s'éloigne un peu du pétrole, c'est pas les mêmes odeurs. Là, on a une bonne odeur de cuir en tout cas, ou de parfum. Eh bien, on sait qu'il y a de grands enjeux de contrefaçon, par exemple, en tout cas d'éviter la contrefaçon, de la limiter le plus possible, et si possible de l'identifier tout d'abord. Eh bien, l'authentification à travers les blockchains pour lutter contre la contrefaçon et tracer tout au long de sa vie un produit, y compris dans sa deuxième vie, sa troisième vie, sa quatrième vie, puisqu'on sait que ces produits qui ont une durabilité du fait de leur qualité qui doit être plus importante qu'un produit lambda, eh bien, ces produits sont revendus et parfois vendus une deuxième fois, une troisième fois. Et en l'occurrence, ces grandes marques du luxe, ces grands spécialistes aimeraient pouvoir tracer cette vie tout simplement pour pouvoir également, pourquoi pas, proposer des évolutions de leurs produits au cours de leur vie et satisfaire aussi ces consommateurs qui, souvent, quand ils ont moins les moyens, achètent un produit de deuxième main ou de troisième main et puis finissent par acheter des produits neufs. À la droite, vous avez un exemple de personnalisation, entre guillemets, ultime. Alors, on est dans le monde de la mode, on est dans le monde du maquillage, et là, vous avez une application qui vous permet, je ne vais pas être genré, hein, madame, messieurs, d'avoir le vernis à ongles. Il paraît qu'il y a des hommes qui mettent du vernis à ongles, pas seulement dans le rock and roll, un vernis à ongles ou du rouge à lèvres qui correspondent exactement au rouge à lèvres ou au vernis à ongles que vous avez vu sur un catalogue de mode ou que votre star préférée porte, et éventuellement même de l'adapter à votre carnation ou de l'adapter non seulement à votre carnation, mais également à vos goûts et de le faire dans un mode totalement personnalisé qui vous corresponde. Voilà, dans le monde du luxe aussi, l'intelligence artificielle. Alors, dans le monde de la santé, je crois qu'aujourd'hui, même les plus sceptiques par rapport à la révolution IA reconnaissent que le radiologue ne fera jamais aussi bien que l'IA pour interpréter des centaines, des milliers de radios. Donc, aujourd'hui, les résultats sont tangibles, puisque chez Mm. Johnson Johnson, on nous apprend que 20% de cancers supplémentaires sont détectés. Donc, ça permet, c'est pas forcément une bonne nouvelle des cancers supplémentaires. Là où la nouvelle est bonne, c'est que bien sûr, ils sont détectés en phase très précoce et peuvent être plus facilement soignés. Donc, grâce à l'IA, c'est la réduction des faux positifs, des faux négatifs, et le radiologue est limité, bien sûr, par son intellect, par sa fatigue, mais même par son œil, puisque Mm. les niveaux de gris perçus interprétables par la machine ne sont même pas perçus par l'œil humain. Mm. Un petit peu moins connu, aujourd'hui, l'IA fait une entrée remarquée dans le monde de la création de nouveaux médicaments. Il y a eu un investissement massif de Eli Lilly dans DeepMind. Alors DeepMind, c'est une société passionnante puisque c'est une société qui a été d'IA, qui a été fondée au tout début, voilà, pour un peu explorer ce nouveau domaine il y a une dizaine d'années qui paraissait un peu fumeux. Leur premier fait d'armes, c'est d'avoir battu le meilleur joueur de Go au monde. Mm. DeepMind a tellement impressionné les équipes d'Alphabet qu'ils ont fait un très très gros chèque pour racheter toute cette équipe. Et aujourd'hui, le CEO de DeepMind et le CEO donc est devenu responsable de tout ce qui a à voir avec l'IA chez Alphabet.
Et non content d'avoir déjà cette responsabilité immense dans cette société, il a aussi décroché avec son collègue John Jumper un prix Nobel de chimie, Hmm. puisque grâce à un cœur DeepMind, ils ont pu créer un logiciel qui s'appelle AlphaFold, qui permet de mieux comprendre les structures, la manière dont se combinent les protéines. Voilà, ne nous en demandez, ne nous pas Pas trop trop, non, là-dessus. ouais. Je dois avouer que nous n'avons pas lu dans son entièreté les travaux de Ces cette équipe. messieurs, oui. Alors le divertissement, un peu plus léger, on l'a tous expérimenté hein, déjà. Eh bien, on nous propose du contenu qui correspond à notre historique et à nos goûts, a priori, tels qu'ils se sont sédimentés dans la machine. Et donc, l'intelligence artificielle, à un moment, finit par savoir mieux que nous ce qu'on est susceptible d'aimer. Et pourquoi le sait-elle? Eh bien, parce qu'elle a gardé toute la mémoire et ensuite, elle a accès à toute l'information. Et évidemment, elle sait ce qu'elle peut nous proposer, contrairement à nous, qui sommes souvent limités à un synopsis ou à un quatrième de couverture, c'est un livre, ou à une pochette pour un disque, ou l'avis d'un ami qui a dit, tiens, ça pourrait te plaire. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, on est déjà là, on est déjà sur un niveau d'utilisation d'intelligence artificielle, que ce soit sur Netflix, Spotify, Amazon Prime, etc. On est sur des niveaux de proposition de contenu qui dépassent les 70%, sans qu'on en ait nécessairement conscience, mais c'est déjà le cas, et on va probablement encore monter pour atteindre, flirter en tout cas, avec les 100%. Alors, enfin, pour vous convaincre, je l'espère que le tsunami IA concerne toutes les industries. Quelques exemples rapides. Hmm. La banque et la finance va en 2024, a priori, dépenser au-dessus de 15 milliards dans les technologies d'IA. JP Morgan nous dit notamment que ça les aide beaucoup à combattre la délinquance en col blanc, le piratage, etc., et d'assurer de détecter des transactions anormales dans des millions, des dizaines de millions de transactions. Ça aide aussi General Motors à détecter avec une caméra des défauts sur les voitures, que là aussi l'œil humain ou la fatigue de l'humain qui fait ça depuis 4 heures ne détectera pas. Blue River, qui est une filiale de John Deere, les célèbres tracteurs agricoles américains, permet de répartir du pesticide de la manière la plus précise possible pour éviter, bien sûr, réduire les coûts et puis éviter de trop en diffuser dans l'atmosphère. Autodesk permet aujourd'hui de créer des plans d'immeubles avec l'aide de l'IA, c'est d'optimiser la surface, la répartition des bureaux, etc. Là aussi, l'approche algorithmique simple ne suffit pas. Et enfin, un très intéressant accord signé hier entre Air France KLM et Google, Alphabet plus exactement. Il faut savoir qu'une compagnie aérienne génère beaucoup de données. Pourquoi il génère beaucoup de données? C'est parce que quand vous êtes à la tête de 550 avions, 551 pour être exact, comme Air France, et que vous transportez sur une année 93 millions de passagers, vous avez là aussi des algorithmes ne suffisent pas à interpréter toutes ces données, autant les fournir à un cloud intelligent qui vous permettra de mieux servir vos consommateurs, de mieux cerner leurs envies, mais aussi de faire de la prévention, de la prédiction, de la maintenance prédictive sur les avions. Alors après ce tour d'horizon de l'intelligence artificielle appliquée à quelques grands secteurs, en réalité, on est convaincu chez Finatis, et en fait les faits sont têtus, hein, que l'intelligence artificielle est en train d'impacter tous les secteurs, à des degrés divers bien sûr, mais tous les secteurs. Parlons de ce que nous avons fait au cours du mois passé, au mois de novembre 2024, sur nos OPCVM investissant sur les actions qui, je le répète, sont tous classifiés SFDR 8, en commençant par Finaltis Titan, investissant sur la croissance résiliente dans le monde, un mois de novembre à plus 3,4%, un début décembre qui est très bon aussi, on est pas très loin de 9% de hausse
sur le début de l'année. Ça paraît moins impressionnant. Pourquoi? Parce que c'est très impressionnant de l'autre côté des Atlantiques, de l'Atlantique. C'est très impressionnant sur la digitalisation et les valeurs digitales. Mais Finatis Titan investit sur tous ces secteurs. Il y a pas mal de valeurs qui, pour le moment, sont, de notre point de vue, à des niveaux de prix intéressants, mais ce qui veut aussi dire qu'elles sont en retard. Et on a été actifs raisonnablement en novembre. Exactement. Alors, on a quand même pris des profits sur des industries, on va dire, traditionnelles qui ont énormément apprécié l'élection de Donald Trump. Donc, il y a eu un mouvement rapide et violent Hum, sur Bank of America, Chevron. Mastercard, c'est un titre, on est très, très bien représenté sur le paiement parce qu'on a une grosse position en Visa. Voilà, donc c'était l'occasion de prendre des profits sur ces entreprises qui, Trump ou pas Trump, ne changeront hum, pas a priori leur profil de croissance et on a utilisé une partie de cet argent pour initier une ligne, même renforcer une ligne qui avait été initiée le mois d'avant sur Eli Lilly, qui est le grand laboratoire américain qui profite de la dynamique sur les médicaments anti-diabète, mais aussi anti-prise de poids, tout comme son cousin ou son concurrent danois, il faudrait dire, Novo Nordisk. Alors, sur le mois, vous voyez qu'on a une très très forte contribution sur Tesla, mais on va en parler plus longuement après. Grosse contribution également sur Amazon, c'est deux titres qui nous ont beaucoup aidés depuis le début de l'année. Berkshire Hathaway qui trône toujours. Vous allez me dire c'est un peu lassant, mais oui, Berkshire Hathaway est toujours en tête de Titan et en tête de nos mandats. Et ce titre nous a jamais déçus en fait, à la fois par son comportement boursier dans les périodes où le marché baisse, mais aussi son comportement dans les périodes où le marché monte. Mais on avait fait une présentation pour les plus assidus, vous vous rappelez peut-être, il y a 3 mois, à la gloire de cette holding américaine qui aujourd'hui est hum, la cinquième plus grosse société aux États-Unis. Les grosses contributions à la hausse, les petites contributions à la baisse fait que le fonds effectivement fait un mois très, très dynamique par rapport aux indices de marché. Bon, Nestlé fait un mois décevant, une année décevante. Et là, bah, on attend que Laurent Frex, un Français, Cocorico, qui a été hum, nommé à la tête de Nestlé il y a quelques semaines, arrive avec un nouveau plan stratégique qui soit peut-être un peu plus shareholder-friendly en bon français. Voilà pour ce qui est de Titan. On voulait vous faire un focus particulier quand même sur Tesla, qui a une très très grosse contribution. Alors Tesla, c'est un titre qui est en train de changer de statut. Pour nous, ça a toujours été beaucoup plus qu'un constructeur automobile, mais être les seuls à le penser, ça ne nous sert pas à grand-chose. Ce qui nous intéresse, c'est que d'autres aient cette vision-là aussi, et c'est le cas de plus en plus chez les grands brokers et dans les grands bureaux d'études qui confient de moins en moins Tesla à l'équipe auto et de plus en plus à Tesla à l'équipe tech. C'est le cas chez Morgan Stanley, par exemple, hum, qui, vous voyez, a une target de $500 aujourd'hui et qui voit, en fait, dans l'automobile Tesla, uniquement 90 dollars de valeur par rapport aux $500 de leur objectif boursier. Ils voient beaucoup plus de valeur dans tout ce qui est abonnement, donc réseau de recharge, logiciel de conduite autonome, les licences en tout genre, qui seront ouverts à d'autres constructeurs, hein, puisque vous savez déjà que les autres constructeurs peuvent charger sur le réseau superchargeur de Tesla. Ils voient énormément de valeur dans la mobilité et le covoiturage, énormément dans l'énergie, etc. Et fait important quand même, ils mettent aujourd'hui 0 € de valeur sur Optimus, le robot de Tesla. Je vous invite à regarder les dernières vidéos où le robot rattrape une balle avec la nouvelle version de sa main qui est totalement humaine. Voilà, très surprenant. Donc le robot humanoïde, nous, on serait bien de lui tenter de lui donner un peu de valeur quand même, puisque c'est quelque chose qui, ces robots-là seront dans les usines Tesla en production, en aidant les hommes. Maintenant, d'ici, c'est une question de mois pour les voir en action et probablement ça générera des ventes chez d'autres constructeurs ou d'autres industriels. Sur la conduite autonome, là aussi,
Mm. On pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles très rapidement puisque le Full Self Driving version 13 est sorti. Mm. Il y a beaucoup de chaînes YouTube aux États-Unis qui commentent en fait les évolutions des versions et des influenceurs ou des spécialistes du FSD qui avait beaucoup de monde sur sa chaîne a diffusé un message en disant qu'il était très inquiet pour l'avenir de sa chaîne puisque le FSD 13 est tellement parfait, il y a tellement plus d'intervention du conducteur pour aller d'un point A à un point B qu'en fait il ne sait pas trop à quoi, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir critiquer dans les mois ou les années qui viennent. Donc on va avoir sans doute un moment de chat GPT chez Tesla où le gouvernement fédéral autorisera la conduite autonome. Voilà. Donc il y a plein de choses assez excitantes sur cette société qui monte de 5% aujourd'hui, quoi. Que c'était en tout cas le cas avant qu'on démarre cette Mm. réunion. La raison, c'est un broker ou une banque beaucoup plus traditionnelle hein, que Morgan Stanley, qui est une pure maison de titres, donc Bank of America, une banque américaine classique, a remonté sa target sur Tesla à 400 $. Hein. Le titre vaut 375 aujourd'hui, en disant qu'il voyait, un peu comme le montre là Morgan Stanley, des vecteurs de croissance sur bien d'autres segments que l'automobile. Alors, après, justement, Tesla, c'est une bonne passerelle puisqu'il s'agit, de notre point de vue, d'une valeur typiquement digitale, pas d'un constructeur automobile. Bruno l'a rappelé. Finaltis Digital Leader investit sur ces grands leaders de la digitalisation de l'économie, très rentables, avec une croissance très forte. Et cette année, c'est une année particulièrement intéressante puisqu'on a déjà dépassé les 40% de hausse. On pense que c'est absolument pas terminé avec un mois de novembre déjà en hausse de 11% et un début décembre également très significativement en hausse de plus de 4% maintenant. La surcroissance digitale 2024 est une belle année même si on pense que c'est vraiment pas terminé. On a été un peu moins actif que Voilà, d'habitude. très peu d'ajustements. Le portefeuille, vous le verrez, c'est très bien comporté. On a quand même dû prendre des profits sur Palantir, car le Hmm. titre allait très, très, Très très vite. vite, ouais. Voilà, donc le fonds monte bien plus que le Nasdaq. Hmm. Bon. Voilà, ça dépend si on prend Nasdaq sans Nasdaq, mais dans tous les cas, il monte beaucoup plus vite. Alors, comment on fait pour que un fonds monte plus vite que l'indice dans lequel il choisit des valeurs? Bah, tout simplement en s'éloignant de la composition de l'indice. Donc, on a sans doute, même sûrement moins de Microsoft, d'Alphabet, de Amazon, et autres géants de la tech, Apple, que l'indice et que d'autres fonds. Mais on a des paris très marqués sur Tesla, sur Palantir, sur Shopify, sur Spotify, nos très grosses contributions du mois, qui ont la caractéristique d'être aussi nos très grosses convictions de l'année. Voilà, donc finalement, le mois de novembre incarne un peu ce qui se passe sur toute l'année, puisque Tesla, Palantir et Shopify sont nos premières contributions. Voilà, rien de plus à dire. On est très, très confiant voilà, sur la manière dont se comporte le fonds. Il y a quelques titres qui sont chers, sur lesquels on est très, très vigilant, mais beaucoup de titres qui ont monté. Mais attention à regarder quand même, dézoomer, hein, à regarder où étaient certains de ces titres en 2021, période où les taux étaient plus bas et les actions méritaient d'être plus chères. Mais quand le chiffre d'affaires a énormément monté depuis 2021, probablement le titre mérite dans ce cas-là d'être beaucoup plus haut. Donc on a un potentiel très important, même si sur l'année, effectivement, la hausse paraît importante. Elle est un peu moins impressionnante sur 3 ans. On voulait vous dire un mot sur Shopify. Ça fait partie des titres chers, mais quand on est capable de faire croître son chiffre d'affaires entre 21 et 26% Hmm. depuis 4 ans, et quoi, là on a les projections 2025 et 2026, ça vaut un peu de multiples. Ce qui est très intéressant sur une société comme Shopify, c'est de voir que des marchands aujourd'hui beaucoup plus importants
Shopify était plutôt la plateforme des petits vendeurs, on voit que des marchands plus importants, là on vous a mis quelques noms, vous connaissez, certains bien, d'autres moins, Red Bull, Sephora, Skim, qui est la marque de Kim Kardashian, font des très très bons résultats. Et alors j'attire votre attention sur la répartition du chiffre d'affaires de Shopify, 26% d'abonnements. Shopify attire ses clients en proposant une plateforme qui est pas chère, même on va dire pour ouvrir une boutique, c'est quasiment du prix coûtant hein, pour Shopify. Mais ensuite, là où ça devient très intéressant pour nous actionnaires et pour l'entreprise et pour les salariés, c'est que il y a des commissions variables qui aujourd'hui constituent 75% des revenus de Shopify. Donc, plus le magasin vend, plus Shopify gagne d'argent, ce qui est un modèle assez rare dans le monde du software. Alors en Europe, bien Finalis Europe Sélection, les valeurs de croissance basées en Europe, mais tournées vers le monde pour aller chercher et capter cette croissance importante que le monde connaît et qu'on a peut-être trop tendance à oublier, nous, Européens, centrés, peut-être trop concentrés que nous sommes, alors qui en ce moment sur la France ou l'Allemagne, qui sont effectivement pas vraiment des gisements de très très forte croissance en tant que telle. Une hausse de 1,4%, un mois de décembre qui commence très bien aussi. On est à presque 4% maintenant, à hier soir, de hausse sur Finatis Europe Sélection. Sur ce fond, les actions européennes fonctionnent beaucoup moins bien cette année que les actions américaines, enfin cotées aux États-Unis. Néanmoins, il y a de très belles valeurs de croissance en Europe. Là aussi, on a été un petit peu moins actif Un petit que peu moins d'habitude. actif, exactement. C'était le mois des élections américaines, beaucoup de volatilité dans tous les sens. Donc, c'était un peu risqué, selon nous, de faire trop de trading sur des mouvements qui n'étaient pas tous très fondamentaux. Donc, on va plutôt regarder les contributions Mm. et le portefeuille. Donc, Spotify, ça vous paraît un nom peut-être un peu curieux dans un fonds Mm. européen parce que c'est une marque mondiale, mais Mm. pourtant, Ouais. c'est une société irlandaise. Luxembourgeoise, Luxembourgeoise, pardon, luxembourgeoise. qui a été créée en Europe du Nord et qui est aujourd'hui une marque mondiale et qui nous aide bien. Une autre société qu'on s'attend pas à avoir dans un fonds européen, qui est Accenture, et pourtant là, on est sur une Irlandaise, société irlandaise, ouais. irlandaise, Mm. voilà, donc qui est toute sa place, même si Accenture est bien sûr une société qui fait une grosse partie de son chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est toujours un peu compliqué sur les marques, sur le food, l'alimentation, la boisson, L'Oréal, Pernod Ricard. En plus, ces sociétés-là subissent une décote France dont on a parlé tout au début. Donc, quel sera le signal pour se remettre à acheter agressivement des titres français de très grande qualité et très internationaux? Ça sera sans doute le marché obligataire qui nous le donnera. C'est pour ça Mm. qu'on a l'œil fixé sur les spreads et qu'on est prêt à appuyer un peu ces paris-là parce qu'un certain nombre de valeurs françaises de très grande qualité nous semblent en dessous de leur valeur d'équilibre ou de leur fair value. Voilà, donc vous voyez qu'on a un fonds qui est très diversifié en termes de secteurs Mm. sur la santé, la consommation, la technologie. Pas de banque, pas de utilities, pas de société liée à l'État, pas de société dont l'avenir sera décidé par Bercy. Voilà, c'est très important pour nous d'avoir que des entreprises qui décident seules de leur destin, mais qui, malgré tout, sont sur le continent européen qui, cette année, subit une décote. Un tout petit mot sur Essilor-Luxottica, l'exemple même d'une société avec un succès incroyable. Essilor-Luxottica n'a pas de comparable, hein. C'est un peu le Hermès de l'équipement médical. On n'a pas on n'a pas de société de cette ampleur dans le monde, donc ils ont des parts de marché incroyable. Ils ont notamment de la croissance en Asie, dans les émergents, qui est absolument remarquable. Et puis, au-dessus de cette exécution, de ce business qui va très bien, une petite dimension, ou il faudrait dire une grosse dimension spéculative, puisque on a eu des déclarations d'amour réciproques hein, de Meta et d'Essilor. Il faut dire qu'un produit qui était un peu rigolo comme ça,
a lancé un peu en guise de test, qui sont les Ray-Ban avec caméra intégrée, devient un blockbuster et Mark Zuckerberg, assis sur une capitalisation boursière énormissime, se verrait bien avec a priori un petit bout du capital ou un gros bout du capital des Luxottica. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, dans le capital, il y a des mains faibles qui sont les enfants de Leonardo Del Vecchio, hein, le fondateur de Luxottica, voilà, qui sont tous des procès les uns les autres et qui sont dans un bon état d'esprit probablement pour lâcher leur titre face à une main comme Meta. Alors, terminons notre tour d'horizon de nos fonds investissant sur les actions par les minières aurifères. Un mois de novembre difficile. L'or était en repli au mois de novembre, notamment, pas seulement, mais notamment du fait de l'enthousiasme qu'il y a eu, en tout cas sur les marchés, suite à l'élection de Donald Trump. Alors, si on regarde notre portefeuille, on attache un poids très important, un prix très important à l'extra-financier afin d'éviter, sans mauvais jeu de mots, les accidents. Les minières aurifères sont accidentogènes, également boursièrement parlant, et sujettes à des décrochages importants. Donc, on investit dans des boîtes à la gouvernance irréprochable et absolument soucieuse des meilleures pratiques, tant en environnement que en gestion des hommes, des femmes et des environnements dans lesquels ils évoluent, y compris les environnements humains et locaux. Donc les sociétés sont essentiellement nord-américaines, canadiennes ou américaines, ou australiennes, avec quelques entreprises dirigées depuis la Grande-Bretagne. On peut avoir des valeurs minières généralistes si celles-ci ont une activité aurifère très importante. C'est le cas de Rio Tinto, troisième position du fonds, et on peut investir, bien entendu, dans des à titre de diversification, dans des minières argentifères ou d'extraction de palladium ou de platine. Ces métaux précieux sont très complémentaires de l'or dans un portefeuille. On a ici en cinquième position Franco-Nevada, qui est un portefeuille de droits de forage et de droits d'exploration et de droits d'extraction. Donc c'était une approche très intéressante, un portefeuille déjà diversifié de droits d'extraction. Finaltis Gold, on a coutume chaque mois, de vous proposer une pépite. On adore ce genre de jeu de mots chez Finaltis. Eh bien, depuis que l'homme s'intéresse vraiment à l'or, à la fois pour thésauriser, aussi pour faire des bijoux, mais bon, comme en tout cas rétention de valeur, eh bien, ça fait à peu près 6000 ans qu'on extrait de l'or de la Terre. Au total, en 6000 ans, on en a extrait un peu plus de 10 000 mètres cubes. 10 000 mètres cubes, ça paraît beaucoup, mais en fait, ça représente un cube de 22 mètres de côté. Si on a en tête qu'un immeuble parisien haussmannien typique, c'est 36 mètres de haut, hein, le canon haussmannien, c'est 36 mètres de haut. Finalement, un cube de 22 mètres de côté, c'est pas très gros à l'aune d'un immeuble parisien. Il nous reste, Bruno et moi, à vous souhaiter au nom de toute l'équipe Finaltif d'excellentes fêtes. Voilà, c'est ce qu'on vous met sous les yeux. On espère qu'elles seront riches, heureuses et chaleureuses. Et on vous retrouvera avec très grand plaisir. On vous retrouvera avec très grand plaisir le deuxième jeudi de janvier. Ce sera le 9 janvier prochain pour une année 2025 qui s'annonce encore très intéressante. À bientôt, bonne fin d'année. Au Au revoir. revoir.